bonjour et bienvenue. On va commencer par vous souhaiter bonne fête de la Nativité. Nous sommes le 25 décembre 2023. C'est la Noël. Joyeux Noël à vous tous. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en direct depuis les centres Bossolo. Les centres où ici se proclament les résultats de la présidentielle 2023. Comprenez que nous sommes justement au cœur de la présidentielle 2023. Ça fait 48 heures aujourd'hui depuis que ces résultats sont tombés. Et aujourd'hui, ça continue. Hier, nous avons commencé avec les résultats, la compilation sur les territoires nationaux, quelques provinces. Et aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons analyser, nous allons décrypter ces résultats qui vont commencer, qui vont reprendre à tomber dans quelques instants. Mais il est temps pour moi de vous présenter les personnes avec qui je serai sur ces plateaux. Je vais inviter, bienvenue Bakoumania, bienvenue Marie Bakoumania. Il est permanent avec nous. Hier, il était là. Il revient aujourd'hui. Avec lui, on va analyser ces résultats. Bonjour, bienvenue. Oui. Directeur général de l'Agence congolaise de presse, ACP, journaliste. Hein. Aujourd'hui, ici, la SACAC des journalistes. Tu vas bien? Absolument. Hier, c'était pas mal. Et on s'est dit, pourquoi ne pas revenir pour éclairer davantage le peuple congolais sur le bien fondé de ces élections, sur l'acceptation des résultats, sur la paix qui doit régner absolument dans le pays, à travers le pays, après le scrutin électoral. Allez, on aura le point de vue de journalistes que nous sommes également aujourd'hui en politique. Germain Kambinga Katomba va venir en politique, va nous rejoindre sur ce plateau. De temps en temps, on aura le point de vue du politique. Hein. Absolument. Germain, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Joyeux Noël. Merci beaucoup, à vous autant. L'avantage d'avoir Germain, c'est qu'il est modéré et il tient un discours qui apaise tout le monde. On va s'installer. Allez, on va s'installer. J'espère que vous avez suivi depuis avant-hier d'ailleurs les résultats comme tout le monde. Hein. La diaspora, on a eu quelques provinces. Votre petit commentaire déjà? Écoutez, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une élection inédite qui se déroule dans un contexte tout aussi inédit. La République démocratique du Congo est en guerre, est attaquée dans sa partie orientale, et il est évident que dans ce contexte-là, il y a une tendance au rassemblement, si vous voulez, autour des valeurs essentielles qui se cristallisent dans l'idée que chaque Congolais a chevillé au corps le patriotisme et l'amour de la nation. Et ça a été un grand indicateur de l'orientation et du sens, si vous voulez, du vote des Congolais. Il n'y a pas une autre explication, sinon que les Congolais se sont fortement rassemblés parce qu'ils savent que leur nation est menacée, parce que historiquement, ils sont comme ça. Vous savez, la République démocratique du Congo est une nation particulière parce que la mythologie politique congolaise, celle que nous avons tous reçue dès notre plus bas âge, c'est que nous sommes un pays riche, au cœur de l'Afrique, que nous avons un grand destin, mais que dès l'origine, des nations étrangères, par la convoitise, veulent empêcher la réalisation de cette destinée. Kimpavita, Winnie Lukeni, Simon Kimbangu et Lumumba et ainsi de suite ont construit cette mythologie politique et qui constitue le ferment de ce que nous sommes, nous, Congolais. Donc quand vous intégrez ce paramètre, vous prenez la guerre à l'Est, vous comprenez un peu mieux pourquoi aujourd'hui, plus qu'hier, il y a une espèce de patchwork électoral qui se structure autour de réalités que nous ne connaissions pas avant. Nous étions habitués à analyser les paramètres électoraux sous le prisme de l'opposition Est-Ouest, de l'opposition sur des ancrages provinciaux des différents leaders. Mais aujourd'hui, les premiers résultats n'ont pas répondu à cette typologie habituelle. Et la seule explication, pour moi, c'est que les Congolais ont fait le choix de faire bloc parce qu'ils savent que leur pays est menacé.
Alors, on va revenir sur ces résultats, mais avant qu'on regarde les résultats d'hier, parce que dans quelques instants, on me dit que les résultats d'aujourd'hui vont commencer. On va commencer par le Congo central, la ville de Boma, Kasangulu et Kimvula. Ce sont les premiers résultats qu'on aura cet après-midi. Mais d'abord, vivre les résultats des élections 48 heures après le reste des élections, dans ces conditions. Je sais que c'est la première fois que tu découvres cette salle, dans ces conditions. Comment tu réagis? Écoutez, c'est une excellente chose, hein. Déjà, souvenez-vous que cette révolution technologique a commencé en 2018 sous l'angle de la méfiance généralisée. Parce que, effectivement, les acteurs politiques, dans cette logique de défiance mutuelle qui accompagne les processus électoraux, considéraient que c'était une technologie sur laquelle ils n'avaient pas mainmise ni la maîtrise. Mais aujourd'hui, nous nous rapprochons de plus en plus des standards internationaux. Je pense que demain, et certainement en 2028, nous aurons suffisamment maîtrisé ce mode de votation pour arriver à des publications quasi instantanées, comme cela se fait aux États-Unis, en France, à 20 h, juste après, on a les résultats. Nous nous rapprochons de tout cela. Et déjà, de ce point de vue-là, il y a une évolution positive qu'il faut noter, parce que cela rapproche un peu plus les électeurs de la vérité de leur suffrage. Parce que plus nous prenons du temps, plus cela crée des suspicions, plus le temps est réduit, plus la problématique de la sincérité des résultats publiés peut se retrouver un tout petit peu gagnante, si vous voulez, par rapport à l'idée que lorsque le temps est trop long, cela donne aussi le temps aux esprits malveillants de tripatouiller les résultats. Donc le temps réduit est une excellente chose, même si par ailleurs il y a certainement d'autres types d'améliorations à apporter pour assurer l'ensemble des acteurs qui étaient partie prenante à ce processus. Alors bienvenue Marie, à voir les résultats d'hier, on va nous donner le tableau, l'avoir des résultats d'hier. C'est comme si les électeurs ne suivent plus le mot d'ordre de leur leader du coin. Je prends l'exemple de Kenge hier, on a vu Kenge, c'est Martin Fayulu qui vient en tête, Kasenga, c'est Moïse Katumbi qui vient en tête, alors que les leaders, c'est d'autres personnes. C'est comme si ces élections nous donnent certaines réalités qui n'étaient pas, qu'on n'avait pas eu l'habitude avant. Oui, c'est vrai. Ces élections sont inédites dans la mesure où les électeurs ont plutôt d'autres objectifs recherchés et d'autres objectifs à atteindre plutôt que de satisfaire à des appétits gloutons des leaders locaux. Germain l'a dit de manière excellente et de manière suffisamment claire que l'enjeu principal de cette élection, c'est la guerre de l'Est. Et la guerre de l'Est est représentée dans la tête des Congolais par le Rwanda et cristallisée autour de la personne du président Kagame. Le problème, c'est lui. Les Congolais aujourd'hui se mettent ensemble, ils se mettent en bloc pour faire face à l'agresseur, le Rwanda, et Kagame. C'est lui qui tient le discours que les Congolais attendaient. Mais c'était clair que, particulièrement les Congolais de l'Est, il faut aller là-bas, vivre là-bas pour comprendre comment ils vivent et comment eux appréhendent la question de la guerre de l'Est. Et celui qui a répondu à leurs attentes, bien évidemment, c'est tout à fait normal. On a vu les tendances que les gens ont préféré voter pour celui qui a répondu à leurs inquiétudes, qui leur a promis de faire face à leurs inquiétudes, plutôt que de prendre quelqu'un qui, pour eux, ne représente pas la réponse appropriée contre l'agresseur rwandais, contre l'agresseur Kagame. C'était une donne essentielle. Une donne essentielle de ces élections, c'était la guerre de l'Est. Elle est venue pratiquement perturber la campagne électorale et on l'a senti. On l'a senti et les acteurs qui ont pu développer un discours qui était en adéquation avec les attentes de la population sont en train de tirer leur épingle du jeu et du coup sont en train de changer la perception
des élections en République démocratique du Congo qui n'est plus sociologique, qui n'est plus tribal, qui tout à fait est en train d'aller vers autre chose. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle... moi, je viens de terminer la rédaction d'un ouvrage où je conclus sur ce sujet. Et j'appelle ça l'émergence de la hiérarchie des sentiments identitaires. C'est très simple. Lorsque Vita joue contre Imana, Darling Motema Pembe, le sentiment identitaire des différents supporters les plus à s'affronter. Mais lorsque l'équipe nationale joue, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Alors, les sentiments identitaires sont hiérarchisés et la priorité est donnée à la nation. Et c'est ça la réalité à laquelle nous assistons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'effectivement, les clivages traditionnels qui ont accompagné les processus électoraux de 2006, 2011... Depuis 1960. Hein. Si vous voulez, depuis 1960, semblent un tout petit peu aujourd'hui éculés, dans la mesure où il y a un problème plus important aux yeux de Congolais. Et ce problème, c'est la guerre à l'Est. À partir des salons feutrés de Kinshasa et de Lubumbashi, et des grandes villes peut-être même autres de la République démocratique du Congo, la guerre est peut-être perçue comme lointaine, comme un facteur d'ajustement politique. Mais pour le commun des Congolais, pour le commun des habitants de ce pays, ceux qui n'ont pas accès aux salons feutrés et qui sont imbibés, alors au plus profond d'eux par cette idée que le Congo leur appartient et qu'ils ont cette mission, comme ceux qui les ont précédés, de permettez-moi de vous arrêter, parce qu'on va commencer les résultats. On commence le premier résultat vient d'arriver. On va regarder l'écran. Le premier résultat vient d'arriver. Voilà, nous sommes au Congo central, Bomaville. Bomaville, on peut remonter, on va prendre la tête de liste, s'il te plaît. Gédéon, on prend la tête de liste. Mais on est à le taux de compilation 74%. Voilà. Bomaville, Congo central, là c'est... il faut me donner la tête de liste Gédéon. Non, on est perdu là. Je voudrais que Gédéon me donne la tête des listes. Oui, c'est bon, c'est comme si... Justin Moudekereza qui a 0,2%, Denis Mukwege 0,26%, Agré Ngalassi 0,65%, ouais, c'est ça. Agré, j'étais là, Ngalassi Agré à 0,12%, Théodongoy à 0,1%, Noël Chani à 0,03%, Félix Tshisekedi à 89,54%, Martin Fayoulou vient en deuxième position avec 1,6%, Augustin Matata Pogno 0,5%. Donc là, à Bomaville, ça c'est Félix Tshisekedi qui vient en tête. Bienvenue Bakoumania pour Bomaville. Oui. Mais bon, c'est 74% de taux de compilation. Nombre total de votants 44 702 sur 148 580. Et on est en nombre de bureaux, c'est 190 bureaux compilés. Oui, j'ai cru voir que, contrairement à ce que tu as dit, en deuxième position, c'est Moïse Katumbi, avec près de 13 000 voix. C'est ce que j'ai cru voir tout à l'heure. Et c'est dire que on est pratiquement sur la même lancée que le vote qu'on a vu au nord-est. Ça va très vite. Hein. On va au Congo central, vite, Kassangoulou. Là, au niveau de Kassangoulou, Rajabou Tebabo fait 0,33%, Constant Moutamba fait 0,9%, Delis Sessa, non d'abord, Moïse Katumbi fait 2,61%, Delis Sessanga 0,17%. Les résultats sont en train d'arriver un peu en désordre. Hein. Et je crois que c'est toujours Félix Tshisekedi qui remporte au niveau de Kassangoulou. On va vite retrouver ces résultats. Ouais. Il a 83,4%. Donc, je crois que les techniciens vont arranger ça. Donc, Congo central, Kassangoulou
Et là, c'est Kimvula. Allez. Kimvula, Félix Tshisekedi fait 83,4%. Il est suivi de... voilà. Kimvula, Félix Tshisekedi fait 91,97%. Il est suivi de Martin Fayoulou qui fait 1,47%. Augustin Matata qui fait 0,24%. Je viens de chercher Moïse Katumbi qui est son challenger direct, il fait combien de pourcents ici? On devrait retrouver... Non, il n'est pas là. Non, là il n'est pas là. Ici. Kassangoulou. Moïse Katumbi, c'est 2,81%. 2,81%. Donc là, on regarde tous les trois premières circonscriptions qu'on vient d'avoir. Félix Tshisekedi est en tête, suivi de Moïse Katumbi et Martin Fayoulou. Oui. Là, c'est à peu près spécifique, mais révélation ici, c'est Radjabou qui fait plusieurs voix. Radjabou est un peu Bayende qui revient régulièrement. Là, on est à Kimvula. Kimvula. Ok. Kimvula. Ça va très vite. Kimvula. on va essayer de t'habituer. Hein. À Kimvula, Radjabou fait 0,79%, Constant Moutamba 0,28%, Moïse Katumbi 0,79%, Delis Sanga 0,42%, Jean-Claude Bende, j'essaie de descendre plus vite. Hein. Et on va y aller. Qui est tête de liste, Gédéon? On va essayer de monter pour voir qui est tête de liste à Kimvula. Voilà, nous continuons à Kimvula. Tête de liste, c'est toujours... On va voir. Non, on ne nous a pas encore donné les résultats de Félix Tshisekedi. On va voir combien il fait à Kimvula. Je crois que les techniques vont nous envoyer. Ça va. On va s'habituer. Hein. Les résultats sont en train de tomber comme ça. Oui, ça tombe très vite. Voilà. Là, c'est Féchi. Directement destination Kwango. Et à Féchi, Justin Moudekerezoa, 0,014%. Denis Mukwege, 0,01%. Agré Ngalasi, 0,09%. Théodongoy, 0,01%. Lilo Kema, 0,05%. Noël Tchani, 0,017%. Félix Tshisekedi, 67,22%. Martin Fayoulou, 23%. Ainsi que les autres, Adolphe Mouzitou fait 3,6%. Là, au moins. Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou, on est à Féchi, c'est dans le Kwango. C'est dans l'ex-Bandundu, c'est justifié. Germain. Ben, écoutez, d'abord, vous avez parlé d'une percée d'un candidat, c'était quoi le nom? Radjabou. Non, il n'y a pas de percée. Non, qui est de l'Ituri? Non, il n'y a aucune percée, il faut bien regarder les chiffres. Ce n'est pas un phénomène électoral, c'est un simple phénomène statistique. C'est un biais statistique qui va se tasser dès lors que l'ensemble des suffrages auront été comptabilisés. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'il bénéficie de l'avantage d'être le premier candidat qu'on voit sur la liste. Donc, et vous voyez bien qu'il y a plein de candidats qui se sont désistés et qui ont quand même des voix. On appelle ça, il y a 44 millions d'électeurs et qui appuient sur une machine. Donc c'est un phénomène statistique, il n'y a aucune percée. La percée, ce serait vu si on avait eu des résultats au-delà de 5% dans certaines provinces pour cette personne-là. Pour moi, c'est un biais statistique. C'est le premier sur la liste et au hasard des votes, certains tombent sur son nom. Mais vous allez me donner raison, lorsque vous allez compiler l'ensemble, vous allez bien vous rendre compte qu'en réalité, il va se retrouver parmi les derniers, et vous le verrez. Alors là, on va à Kayemba. À Kayemba, qui vient en tête, à Kayemba, c'est Félix Tshisekedi, 79,39%, et suivi de Martin Fayoulou, 4,37%. Adolphe Mouzitou avec 7,15%. Martin Fayoulou, 4,37%. Le 3, c'est là où je me dis, on comprend que le vote reste toujours sociologique pour le Grand Bandundu. À la base, nous l'avons bien dit au départ, il y a cette habitude de voter pour celui qui vous ressemble le plus. D'ailleurs, c'est quoi une élection présidentielle? Les gaullistes disent, à la suite du général de Gaulle, que le suffrage universel direct, je veux dire, c'est une rencontre mystérieuse entre un homme, un peuple et son histoire. C'est quoi, quel est ce peuple et quelle est cette histoire? C'est ce qui explique le vote sociologique. Mais l'histoire aujourd'hui fait que
à ce moment précis, notre pays est en guerre. Pensez-vous, objectivement, qu'une élection aujourd'hui en Ukraine se ferait autrement que par un rassemblement des Ukrainiens autour de celui qui peut être considéré dans ce pays comme le commandant suprême, quels que soient les clivages ethniques et régionaux de ce pays? Pensez-vous aujourd'hui que Poutine, dans les prochaines élections, pourrait avoir autre chose que des résultats sur l'ensemble du pays, étant entendu qu'il se positionne comme le commandant suprême d'une nation en guerre et qu'il défend un idéal pour son pays? Tout cela s'explique. Bien sûr, le niveau d'ancrage peut varier d'un espace à un autre, mais globalement, nous allons nous rendre compte que si cela donne un peu cette image de plébiscite, c'est notamment dû à ce grand rassemblement des Congolais autour de la défense de la patrie. Je reviens, on regarde, on est à Kasongo-Lunda, dans le Kwango. Et là, c'est Félix Tshisekedi qui fait 95,43% de voix. Il est suivi de Martin Fayoulou, 3,78%. C'est vrai, bienvenue Bakoumania, c'est ce que Germain est en train de dire. C'est vrai, mais quelque part... Mais il ne peut pas y avoir une autre explication. Ce n'est pas la première élection dans ce pays. Ce n'est pas la première fois qu'on ait un pouvoir dans ce pays. On a eu des élections en 2006. Oui, mais en 2018, ce n'était pas le cas. Laissez-moi, vous allez comprendre pourquoi. Ça veut dire, toute autre hypothèse, raisonnons par l'absurde, que tous les pouvoirs trichent pour gagner, en raisonnant par l'absurde. Pourquoi les autres pouvoirs n'ont pas fait ça avant? Puisque de toute façon, si vous tapez sur Google fraude élection 2006, fraude élection 2011, fraude élection 2018, vous allez retrouver curieusement et exactement les mêmes critiques qui sont opposées aujourd'hui à ce processus électoral. Copie conforme, bienvenue Bakoumania. C'est étonnant. Dommage que vous n'ayez pas fait cet exercice. Je vous encourage à le faire. Tapez sur Google. Moi, j'ai fait cet exercice. Élection en République démocratique du Congo, fraude électorale 2006. Vous prenez les articles qui apparaissent. Faites la même chose en 2011, faites la même chose en 2018. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, s'il y a une constante, c'est ce petit problème. J'ai dit, on raisonne par l'absurde. Ah ouais. Alors, pourquoi est-ce que les fraudes ayant été constatées dès l'origine du lancement des processus électoraux en 2006, la rupture conceptuelle ne se fait qu'en 2023? Pourquoi est-ce qu'en 2006, Kabila n'est pas sorti avant Gizenga dans le Bandundu? Pourquoi est-ce que Kabila n'est pas sorti devant Bemba dans l'Équateur, ainsi de suite et ainsi de suite? Mais là, c'est quand même différent parce qu'on est, par exemple, on reste dans le Congo, dans le Bandundu, là, d'autres régions viennent d'arriver. Tu sais qu'elle dit, là, dans le Kenge, on est à Kengeville, tu sais qu'elle vient en tête avec 53%, 53,98, suivi de Martin Fayoulou, 35,38. Voilà. Ça se joue entre... Et Matata Pogno, tu vois. Ouais, Matata fait quand même un bon score. 0,29. Mais Jean Descharchés, Adolphe Mouzitou fait 1,5%. Mais en 2006, 2018, 2011, Gizenga était premier dans le Congo. Mais aujourd'hui, Moïse, parce que j'ai dit, c'est ce que je dis. Peine à. Mais c'est ce que c'est ce que j'essaye de vous expliquer. La seule raison qui explique cela, c'est que le peuple congolais, hors des salons climatisés et des coupes de champagne, est un peuple qui a son patriotisme chevillé au corps. Le peuple sait. Vous savez, Montesquieu disait « J'aime les paysans parce qu'ils ne sont pas suffisamment instruits pour se tromper ». Les Congolais savent que leur pays est attaqué et que lorsqu'un pays est attaqué, on n'affaiblit pas le commandant suprême. C'est vrai au Congo, c'est vrai ailleurs. Il n'y a pas une autre explication. Au-delà de tout ce qu'on pourrait inventer ou se donner comme raison, au-delà de tout ce qu'on pourrait reprocher à ce processus électoral comme aux autres, je vous ai dit, ce n'est pas la première fois que nous ayons un pouvoir fort installé au sommet de l'État, mais si, dès l'origine, le schisme entre l'Est et l'Ouest a toujours existé. Mais quand même, mais quand on regarde ces tableaux, Germain, il y avait mis en priorité la question sociologique et politicienne et non la question sécuritaire. Aujourd'hui, l'enjeu de cette élection,
l'enjeu est sécuritaire. Allez, très vite, on part, on va dans le Lomami, Cabinda-Ville, ça va très vite. Hein. Cabinda-Ville, en tête, c'est Félix Tshisekedi avec 91,89%. Il est suivi de Martin Fayoulou, 0,62%. Ensuite, Augustin Matata Pogno, 0,06%. Franck Diongo, 0,3%. 0,03%. Adolphe Mouzito, 0,08%. Joël Billet, 0,03%. Enoch Ngile, 0,5%. La compilation générale, je vais voir, dans la compilation générale, en tête, c'est Félix Tshisekedi qui a 983 614 voix, soit, Gédéon doit revenir sur la compilation générale. Il faut revenir sur la compilation générale, Gédéon. Sachant, je disais, on va revenir sur la compilation générale. Gédéon, on peut revenir s'il te plaît? Bon, entre-temps, on continue, on est toujours à entre-temps Cabinda-Ville, donc Raja Boutebabo 0,77%, Constant Moutamba. Là, à Cabinda-Ville, Constant Moutamba fait 3,63% de voix. Bon. Moïse Katumbi fait 1,46%, Délice Sanga 0,05%, Floribert Anzoulouni. Katumbi a fait 12%. Ouais, 12,98%. Non, à Cabinda-Ville. C'est ce que je vois à côté ici. Non, c'est la compilation générale. Là, on est dans la compilation. En fait, à gauche, c'est la compilation générale. Et à droite, c'est ville après ville. Là, nous sommes à... Bah, ça va. Kamiji, dans la province de Lomami. Et à Kamiji, Félix Tshisekedi fait 98,32%. À Kamiji, Félix Tshisekedi dans 98,32%. Il est suivi de Martin Fayoulou qui fait 0,19%. Augustin Matata Pogno, 0,4%. On va descendre. Je viens de voir Moïse Katumbi fait combien là-bas. Les autres fonds, c'est moins d'1% pour tous les autres. Bienvenue Bokumania. Je ne vois pas Moïse Katumbi là. Non, je ne vois pas. Je sais que j'en ai déjà sur la liste. Hein. Moïse Katumbi fait combien? On peut voir les résultats de Moïse Katumbi sur cette liste à Kamiji dans la Lomami. Bon, entre-temps, on prend les résultats. Donc, ouais, je crois que nos techniciens vont... ouais, Moïse Katumbi fait 0,04%. 0,04%. Voilà, Jessica Basseli, le premier facteur ayant déterminé le sens du vote du peuple congolais, moi je l'ai dit, c'est la question sécuritaire. Le commandant suprême est engagé dans une guerre. Tous les Congolais ont pleine conscience de ce qu'il y a des velléités de balkanisation de notre pays. Et je vous ai même dit que les gens les plus modestes de ce pays sont plus conscients que les élites. De leur appartenance à la nation congolaise. Que les élites. Oui, absolument. Nous sommes une nation de conservateurs. Les Congolais sont des conservateurs. Ils sont même un peu chauvins, je dirais. Peut-être même un peu nationalistes comme ça. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de la mythologie politique congolaise. Oui, mais bizarrement, nous sommes au 4e cycle électoral. Oui. C'est seulement aujourd'hui qu'ils deviennent conservateurs. Mais parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre... Dilolo, ça va trop vite. Allez, Lualaba, Dilolo. À Dilolo, Félix Tshisekedi fait 3,63%. Et je crois le premier à Dilolo, on va chercher qui est le premier à Dilolo. Là, Félix Tshisekedi est battu. 3,63%. Il est là, le score est sans appel. Hein. Sans appel. Je crois que ça devrait être Moïse Katumbi. On va chercher. Oui, absolument. Je donne qui est premier à Dilolo. Sur le suffrage exprimé, c'est 8590, donc nous sommes à 10% de compilation. Félix Tshisekedi fait 312 voix. Et on va chercher, il faut monter le premier à Dilolo et qui, on va voir. Ça ne vient pas. Qui est premier à Dilolo? C'est Moïse Katumbi.
Avec 95,53%. Voilà, 95,53%. Ouais. 8206 voix. Je peux revenir sur mon Là, devis. il fait le plein. Oui, il fait Oui. le plan. Mais même si on n'est qu'à 10% de la compilation, donc ça c'est... Oui. On va y aller doucement, on n'est qu'à 10% de la compilation, mais il fait le plein de voix. C'est déjà une tendance qui risque de se confirmer, quoi. Même Oui. si c'est à 10%. Mais ça nous contredit ce qu'on disait ici. Non, ça Non. ne contredit pas Au ce qu'on contraire, disait ça conforte ici. ce que nous disons. Non, écoutez bien, parce qu'il faut bien Vas-y. prendre les choses de manière hiérarchisée. La spécificité de la situation du Katanga, vous la connaissez tous. Le Katanga, c'est la province qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Elle s'est sentie, cette province, un tout petit peu frustrée par l'enjeu de l'élection de 2018. L'enjeu de l'élection de 2018 n'était pas un enjeu sécuritaire, c'était un enjeu d'alternance. On reste alors Voilà, là-bas. on va On reste dans le là-bas, Kapanga. Et à Kapanga, Félix Tshisekedi fait 5,12%. Et en tête, c'est Moïse Katumbi. On va voir le résultat de Moïse Katumbi. On va nous donner le résultat de Moïse Katumbi dans le Lualaba. À Kapanga, À Kapanga dans le Loyer là-bas. 82% sur le taux de compilation. Donc là, c'est les jeux sont faits. Moïse Katumbi, on va retrouver Tu sais qu'il n'a eu que 2249 suffrages exprimés. sur 43 954. Allez, Moïse Katumbi fait 93,32%. Ouais, 41 518 voix. Ouais. Le Katanga, c'est le coffre-fort de la République démocratique du Congo. Il dirige le pays pendant 18 ans et le pouvoir est perdu en 2018 parce que l'enjeu de l'élection de 2018, c'est l'alternance. Ce qui est un peu différent d'aujourd'hui, l'enjeu, c'est la sécurité. En 2018, l'enjeu, c'est l'alternance. Ouais. C'est ça l'enjeu de 2018. Le Katanga en est un peu victime. Il y a un repli sur soi en termes de conviction qu'en réalité, le Congo, puisque c'est nous qui sommes le coffre-fort, ne devrait être dirigé que par le Katanga. C'est une perception générale. Et d'ailleurs, quand vous allez à Lubumbashi, vous constatez cette fierté katangaise. C'est une ville bien construite, chaque Katangais sait qu'il doit avoir une maison chez lui. Donc c'est un cas particulier. Et à ce niveau-là, oui, la Donc, hiérarchie... ils ne sont pas prêts de voter quelqu'un, à voter quelqu'un d'autre. Oui, absolument. La hiérarchie dont je parlais tout à l'heure, des sentiments identitaires, n'a pas parlé au Katanga. Le Katanga est resté dans cette espèce de position narcissique du « nous sommes le coffre-fort, On revient. donc nous dirigeons ». Germain, on revient, ça va très vite. Maïndombe, Bolobo. Et là, à Bolobo, Félix Tshisekedi fait 94,35%, suivi de Martin Fayoulou, 1,8%. Adolphe Mozito, 0,35%. Donc ça bouge à tout moment. Donc, Non. Ce qui est substantiel et ce qu'il faut retenir, c'est la tendance générale. ouais. La tendance générale va confirmer notre thèse. Les Congolais se sont rassemblés dans une espèce de front pour la patrie, pour défendre leur pays. C'est ça la tendance générale. Alors, Et ça ne veut pas dire que partout, on aura les mêmes résultats, la même photographie. Il y aura quelques nuances, mais en règle générale, on va constater que le candidat qui a l'avantage d'être le commandant suprême aura tendance à bénéficier du vote populaire. Alors, on va jeter un coup d'œil. Oui, par rapport à ce que Germain disait tout à l'heure, le Katanga, il ne faut pas généraliser. Là, on est dans le Lualaba. Et lorsqu'on examine les résultats de 2018, Martin Fayoulou avait gagné dans les deux provinces du sud de l'ex-Katanga. Et dans le nord de l'ex-Katanga, ce n'était pas Martin Fayoulou, c'est un autre qui avait gagné. C'est Chadari qui avait gagné. C'est une manière de dire que dans le Katanga, il y a également une fracture. Oui, mais bienvenue. Il faut quand même aller plus au fond des choses. En 2018, le Katanga
n'a pas un candidat à top niveau comme Moïse Katumbi aujourd'hui. Et ça aussi, il faut le dire. Bah oui, il y a justement. un vide. Le leadership du Katanga est incarné par Joseph Kabila en Allez, 2018. On revient. Maïndombe à Inongo. Félix Tshisekedi fait 95% de voix. Il est suivi de Martin Fayoulou, 0,72%. Je sais pas, on peut me donner les résultats de qu'est-ce que Moïse Katumbi fait? 0,54% pour Inongo dans le Maïndombe. On continue l'analyse. Oui, donc je disais, en 2018, le Katanga n'a pas un candidat De l'envergure de Moïse Katumbi. d'envergure nationale, j'ai envie de dire. Donc, le leader, c'est Joseph Kabila, qui donne une orientation à sa province. Il dit, moi j'ai un successeur, c'est M. Chadari. Les dissensions internes font que ces désignations tardives n'entraînent peut-être pas l'adhésion de la totalité. Et il ne faut pas oublier qu'en 2018, Martin Fayoulou bénéficie pendant ce temps, lui, du soutien de ce candidat qui aujourd'hui lui-même au front. C'est-à-dire ce candidat, c'est Moïse Katumbi. Oui. Donc voilà. Donc c'est justement ce que moi je voulais relever. C'est de ne pas dire tout de suite que Moïse prendrait tous les Katanga. Je nuance un peu la perception des choses. Jusque-là, c'est ce qui est fait. Hier, on a vu, on a vu en 2018 qu'il y avait deux leaders qui avaient donné deux mots d'ordre de soutien. L'un, c'est celui qui avait le contrôle des deux provinces du nord du Katanga. Joseph Kabila a demandé voter Chadari et on a voté Chadari. Moïse Katumbi, qui avait le contrôle de Lualaba notamment dans le sud, il a demandé qu'on vote Martin Fayoulou, c'est ce qui avait été fait. Donc cette fois-ci, est-ce que Kabila a donné un mot d'ordre pour qu'on puisse voter Katumbi dans le nord? Mais la question maintenant, la question que je vais vous poser maintenant, quand on regarde les résultats des Inongo, à Inongoville, là on est à Inongoville, quand on regarde les résultats des Inongoville, Tshisekedi vient en tête, a fait 96,66%. Il est suivi de Martin Fayoulou qui fait 0,29%. Et je regarde, Moïse Katumbi fait 0,70%. Or, on peut dire, dans le Grand Bandoudou, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou ont perdu le contrôle. Car en 2018, c'était pas ça le résultat. Mais oui, mais je sais, c'est ce que j'en ai compris ce que tu me dis, mais on confirme aujourd'hui qu'ils ont perdu le contrôle du Grand Bandoudou. Le premier paramètre, c'est le paramètre sécuritaire. C'est ce qui explique le raz-de-marée que le président en place, commandant suprême, fait. Ensuite, il y a un fait qu'il ne faut pas ignorer. C'est l'affaiblissement du leadership local de certains leaders, du fait de nombreuses décisions contradictoires également. Le fait, par exemple, d'avoir d'abord critiqué le processus et d'avoir décidé de ne pas se présenter, d'avoir sacrifié les députés nationaux et provinciaux. Parce que, Jessie, vous allez me couper, mais il faut bien comprendre comment fonctionne une élection présidentielle. On va aller très vite. Vous allez bien comprendre comment fonctionne une élection présidentielle. C'est le candidat qui a la meilleure organisation et le meilleur maillage qui a le plus de chances d'avoir un niveau de pénétration important. Ouais. La nomenclatura autour de chaque candidat doit être suffisamment étoffée pour que des leaderships locaux puissent incarner la présence de ce candidat dans les différents coins. En règle générale, le pouvoir gagne pourquoi? Si on s'en tient simplement à cette analyse que je fais. Parce que généralement, dans nos pays, les pouvoirs ont la nomenclatura la plus importante, ont le nombre de candidats le plus important, donc assurent une présence plus importante du candidat président dans les recoins de la République. Lorsque vous vous privez des centaines et de centaines de relais que peuvent constituer les députés nationaux et provinciaux, ben vous avez quand même quelques difficultés. Nous allons dans le Nord Kivu, Béniville. Allez, là, Tshisekedi, 91,48%. Soit 123 797 voix. Il est suivi de Martin Fayoulou, 1,8%. Soit 2,2. Oh, c'est passé, ça va. Non, il est suivi de Moïse Katumbi. À Béni, il est suivi, c'est Moïse Katumbi qui vient avec. Moïse Katumbi fait 6,18%. C'est toujours la même chose. Pendant que vous, les bien-pensants, vous considérez que les efforts de notre armée
puisque n'ayant pas encore abouti à une victoire totale, sont mal perçus par la population. Et la population vous dit, nous voyons ces gens mourir et se battre tous les jours pour nous. Nous voyons cette volonté de nous aider à nous en sortir. Le combat est dur, le combat est difficile, mais nous voyons ça tous les jours. Nous n'avons pas encore gagné, mais nous n'avons pas abandonné. Voilà, en fait, moi c'est comme ça que je perçois ce message. Lorsqu'à Béni, on voit ces résultats, c'est la preuve qu'ils ont pleinement conscience, eux qui vivent ça au quotidien, de ce que des efforts palpables sont faits aujourd'hui, peut-être plus qu'hier. Qui sait, c'est eux qui sont sur place et qui perçoivent, et également par la rhétorique du chef de l'État, cette volonté chevillée au corps de désigner l'adversaire, de l'affronter, de le menacer, de rentrer dans ses plates-bandes et de démontrer que la nation, elle est debout et qu'on est prêt. Et je crois que lorsque, dans un moment de guerre, le commandant suprême tient ce type de discours, ça peut paraître anecdotique lorsqu'on est autour d'un Ganda de Ntaba, ici à Kinshasa, mais lorsqu'on vit cela à Béni, on perçoit ça positivement certainement. Allez, Béniville, à Béniville, Félix Tshisekedi fait 86,37%, Martin Fayulu fait 1,95%, Moïse Katumbi fait 9,94%. Bienvenue Marie. On peut dire, on vient de voir le résultat à Béni et Béniville, on peut dire que les discours de ceux-là qui pensaient que l'état des sièges était un échec, qu'il fallait changer le leadership, ça n'a pas marché. Non, et je pense que la population, comme l'a dit Germain tout à l'heure, la population vit ces réalités. La population a vu que la manière de mener la guerre contre les ADF a changé. Ils ont constaté par eux-mêmes que même la fréquence des massacres a diminué. Et du coup, la population s'est dit, mieux vaut continuer sur cette lancée plutôt que de l'arrêter et d'aller d'aller vers le vide. Et ce vote confirme également le fait que cette fracture invisible entre l'Est et l'Ouest de la République démocratique du Congo, elle n'a pas joué, elle n'a pas fonctionné par rapport aux élections que nous venons d'avoir actuellement. C'est la hiérarchie des sentiments identitaires. Oui. Ce qui est en jeu ici, c'est l'avenir de notre héritage commun, qu'est la République démocratique du Congo, et les Congolais, jusque-là, tels que nous voyons les résultats apparaître. Et il y a des lois statistiques qui laissent à penser que cette tendance ne peut plus changer en réalité. Ce sont des lois statistiques. Exact. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la tendance sera respectée au fur et à mesure du fait de la compréhension, d'une certaine compréhension de la situation par le peuple congolais. C'est un peuple meurtri, c'est un peuple attaqué, c'est un peuple qui se sait menacé, c'est un peuple qui décide alors de se rassembler autour de ceux qui ont la charge de porter sa défense. Mais pour Béni, c'est fini. Hein. Le nombre de bureaux traités, c'est 308 bureaux sur 345. Donc là, c'est fini. C'est fini. On va passer. Oui. Vous vous souvenez du second tour de l'élection présidentielle en France, en 2002, lorsque un certain nombre de valeurs se sont retrouvées menacées par l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour. Oui. On a assisté à un vote... On va aller à Boutembo. Ça va très impossible vite. à imaginer. Ça va très vite. Je reviens. À Boutembo, on est dans le Nord Kivu. Boutembo-Ville, en tête des listes, c'est... on va retrouver... Qui vient en tête de liste à Boutembo-Ville? Apparemment, on n'a pas ça. Oui, je crois. On va retrouver. Moïse Katumbi fait 9,19% à Boutembo-Ville. Ensuite... premier à Boutembo-Ville. Ouais, Félix Tshisekedi fait 88,24% et Martin Fayulu fait 1,57%. On continue, c'est pratiquement pour l'Est, le Nord Kivu. Les résultats restent toujours le même. Hein. Les lois statistiques sont claires. À partir du moment où cette tendance est établie, on ne va pas énormément dévier de cela jusqu'à la fin. Je vais vous donner l'exemple de la France. Le second tour, la France dans ses valeurs se retrouve menacée. La gauche, la droite se réunissent et Chirac à 80%.
C'est ce qui est impensable dans une Un démocratie. score impensable, oui. On dirait soviétique. Soviétique, oui. Mais qu'est-ce qui explique cela? C'est que les Français se sont sentis menacés dans leurs valeurs et dans l'idée qu'ils se font de leur pays. Les Congolais... Dans le contexte congolais, on peut dire que c'est la même chose aujourd'hui. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Chopo, on va à Isangui, ça va très vite. Félix Tshisekedi, 74,75%. Martin Fayulu, 0,33%. Deuxième, ça doit être Moïse Katumbi. On va voir, c'est quoi le résultat de Moïse Katumbi? Moïse Katumbi fait 23,24%. Là, le score monte quand même. Bienvenue, Bakoumania. Ben, le score monte, Kisangani. On a vu pendant la campagne électorale comment ça s'était passé. Moïse Katumbi avait quand même drainé du monde. Et on avait également vu que à Kisangani, espace swahiliphone, les gens, la communication avec la population, elle était quasiment totale de la part de Moïse Katumbi. Mais par contre, l'enjeu sécuritaire, comme nous l'avions dit tout à l'heure, que nous ne cessions de le répéter, l'enjeu sécuritaire qui a caractérisé ces scrutins a pris le dessus. Et c'est Félix Tshisekedi qui l'emporte. Oui, Germain. Moïse Katumbi, ce n'est pas un mauvais candidat en soi. C'est un homme d'affaires avec une réussite qui ferait des jaloux. Donc c'est un homme qui sait faire. Les Congolais ne sont pas dupes, ils le savent. Mais il y a un choix à faire. D'abord, il était membre de l'Union sacrée. Donc il avait le loisir de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation et la guerre et apporter son savoir et son accompagnement pour que le commandant suprême ait tous les appuis possibles. Les Congolais, je pense, ont perçu cette séparation tardive comme une action opportuniste et comme l'expression d'une espèce d'hubris et d'une volonté de prendre absolument le pouvoir au détriment de l'analyse de la réalité. La réalité, c'est que lorsqu'une nation est en guerre, les habitants se rassemblent, les leaders se rassemblent et accompagnent. Et lui, il était avec... Kisangani-Ville, voilà. Très vite. Chopo, Kisangani-Ville. Et là, Félix Tshisekedi fait 73%. Martin Fayulu, 0,78%. Moïse Katumbi fait combien? Moïse Katumbi fait 24,18%. Ce que je remarque pour la Chopo, les résultats, ce n'est pas des résultats fleuves comme ailleurs. Le premier est dans le 70%. Moïse Katumbi fait 23. Donc, alors pour vous, avoir 70%, c'est pas un résultat fleuve. Non, par rapport à 95%, c'est pas la même chose. 95%, là, dans le Chopo, on est à 80% de taux de compilation, 80%, donc c'est fini. Suffrage valablement exprimé, c'est 166 468. Et puis c'est sur 166 7744, nombre de bureaux, total nombre de bureaux 747, nombre de bureaux traités 602. Donc le résultat, donc on peut dire là l'opposition fait quand même un bon score, 23%. Oui, ça se justifie. Il y a des leaders locaux qui accompagnaient, des leaders locaux de la Chopo qui accompagne Bolengetenge notamment. Ce sont des gens qui ont eu un vrai ancrage dans la population. Et nous l'avons dit précédemment. Les leaders locaux, le maillage que le candidat a un rôle à jouer également. On le constate là. Effectivement, dans ce cas spécifique, on pourrait considérer qu'effectivement, le MSR d'origine qui est à Pierre-Lumbi avait un ancrage historiquement fort dans ce coin du pays et ça s'est ressenti dans l'expression des suffrages en faveur de Moïse Katumbi, mais ça n'a pas suffi à endiguer cette vague de voix pour le commandant suprême d'une nation en guerre. Voilà, c'est ça la réalité. On va à Opala, Chopo. Là, Félix Tshisekedi fait 89,56%. Martin Fayulu 0,64%. Et Moïse Katumbi fait combien? Moïse Katumbi 5,78%. Voilà. Ça continue. Je comprends votre souci d'impartialité. Vous êtes journaliste. Je viens de voir. Mais la réalité, elle est statistique.
moi je ne peux pas tricher avec la science. Vous m'avez appelé, moi je vous dis ce que je vois. Les tendances ne changeront plus. Ce sont des sciences statistiques. Lorsque vous voyez les publications de résultats en France, par exemple, et ce n'est pas sur l'ensemble du pays. Il y a des projections qui sont faites sur les tendances. Et lorsqu'on voit ce type de tendance, on sait tout de suite, lorsqu'on a manipulé l'outil statistique, que ça ne changera plus. Et il faut chercher une explication, la corrélation entre les résultats et ce qui pourrait les expliquer. Alors on va regarder les tendances générales maintenant. On a fait le tour de quelques circonscriptions électorales. Et donc voilà, les tendances générales sont là. Non, c'est pas ça. On peut prendre les tendances générales. Ok, on va faire le résumé. On est dans le Chopo, Opal, la circonscription électorale d'Opala. Nombre d'électeurs attendus, c'était 127 817. Nombre total de bureaux de vote, 247. Nombre de bureaux traités, 70. Nombre total de votants, 12 454. Bulletin nul, 6. Suffrage valablement exprimé, 12 448. Total de compilation, 28%. Je voudrais qu'on s'arrête sur... voilà, ça, on donne le tendance général. Félix Tshisekedi vient à tête sur 1 876 827. Félix Tshisekedi vient en tête avec 81,40%, suivi de Moïse Katumbi, 15,20%. Martin Fayoulou, 1,20%, Rajabou Tebabo 0,60%, Constant Moutamba 0,20%, les autres c'est moins d'1%. Bienvenue Makoubania, comment tu analyses ça? Oui, 20 circonscriptions qui ont produit leurs résultats électoraux aujourd'hui et ça donne les résultats que nous avons, la victoire écrasante de Félix Tshisekedi, simplement parce que l'enjeu sécuritaire avait pris le dessus. Rappelez-vous, Jesse, au niveau de la CP, nous on se disait que celui qui gagnerait Kinshasa, donc l'ex-Léopoldville, serait proclamé président et cet espace serait le faiseur des présidents, du prochain président de la République démocratique du Congo. Les résultats sont en train de nous démentir que nous n'avions pas vu juste, parce que nous n'avions pas tenu compte de cette dimension sécuritaire donnée à ces élections qui a fait en sorte que nous avons des résultats quasiment fleuves dans le Beni Boutembo. C'est un plébiscite pratiquement qui a été fait à celui qui a tenu les discours, qui a tenu tête à Kagame en disant « je ferai la guerre à Kagame ». Je pense que les derniers mots du chef de l'État à la place Sainte-Thérèse, tout comme l'interview à Top Congo, ont été pour beaucoup dans les résultats que nous sommes en train de vivre. Absolument, absolument. Donc on peut dire que le discours a trahi l'opposition aujourd'hui. Oui, parce que... Même si les tweets... sur ton dernier tweet, hein, ton dernier tweet de Germain, apparemment c'est un vieux tweet où tu réfléchissais par rapport à l'unité de l'opposition. Aujourd'hui, ce tweet est d'actualité aujourd'hui. Mais bien sûr, parce que d'une part, je vous ai parlé du maillage. Le maillage, il est important. L'unité de l'opposition aurait permis à l'opposition de se positionner avec plus de force face au président en place. Mais un autre problème qui s'est posé à l'opposition, c'est qu'ils se sont trompés de problématique. Voilà. La problématique n'était pas sociale. C'était pas les bilans. C'était pas une problématique sociale ni une problématique bilantaire. La problématique, elle était sécuritaire. Vous savez que les élections, je vous ai dit, c'est une rencontre entre un homme et un peuple. Le président de la République en place a visiblement su parler à son peuple. Il a su assurer cette rencontre. Bienvenue l'a très justement rappelé, la position, la rhétorique du chef de l'État est une rhétorique qui a visiblement rassuré les Congolais quant à sa ferme volonté. Et quand tu parles de la donne sécuritaire, donc même s'il y avait unité de l'opposition, la donne sécuritaire, elle est primée. Non, c'est totalement différent. S'il y avait unité de l'opposition, la donne sécuritaire allait primer si l'opposition s'était à nouveau trompée de problématique. Mais si on avait eu un opposant qui avait pris comme thématique, d'abord candidat unique de l'opposition, mais qui avait comme thématique principale de campagne la question sécuritaire avec des propositions claires de solutions pour
remettre la République démocratique du Congo sur le plan géopolitique au niveau où il doit être, sécuriser les frontières, rassurer les populations, dans une optique virile. Ok? Le peuple aime la virilité. Vous savez, l'erreur de Dominique de Villepin en 2006, bon, l'erreur, lorsqu'il parle de l'élection présidentielle, il dit c'est comme un pays, c'est comme une femme. Elle veut être prise. Et c'est Ségolène Royal qui dit non, les femmes, elles veulent être respectées. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le pays se donne à celui qui manifeste le plus de virilité, qui montre le plus qu'il veut prendre le pays, qui est prêt à défendre le pays. Et avoir le résultat, on comprend que c'est... Exactement. Les thématiques de campagne ont joué un très mauvais tour à l'opposition. L'opposition a cru que la préoccupation principale du Congolais, c'était les questions de ventre, c'était l'électricité, c'était l'eau, alors qu'il y avait une menace plus importante qui inquiétait les Congolais. Une menace existentielle. C'est une menace existentielle. Alors, je veux revenir. Parce que si le Congo disparaît, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien du tout. Voilà. Germain Kambinga, bienvenue d'accompagner. On va revenir, mais il est temps pour nous de retrouver la régie. On va prendre l'interview du président de la CENI. C'était quelques minutes avant que nous prenions l'antenne. On prend cette interview et on reviendra pour analyser ce qu'il nous dira. On regarde. Au centre Bossolo aujourd'hui, dans certaines questions. Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, dans certains milieux, comme à Bapéré, on est là au Nord Kivu, ils sont surpris. à Louberto. Écoutez, le processus électoral a un seul but, c'est de permettre aux Congolais de s'exprimer par rapport aux candidatures devant eux. Alors, il s'est fait que nous avons eu beaucoup de difficultés d'ordre logistique, mais il y a aussi le temps, parce que nous sommes durant la saison pluvieuse. Il y a des endroits où l'hélicoptère ne pouvait pas aller déposer le matériel. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que non, on a déjà dépassé le jour, on arrête. Non, je pense que le plus important ici, c'est pas de trop s'attarder sur le fait que nous ayons étendu au-delà du premier jour. La vérité est que si nous ne le faisons pas, il y a des partis qui vont nous attaquer en justice parce qu'ils n'auront pas atteint le seuil par le simple fait que nous ne leur avons pas permis de participer au processus. Donc, ce n'est pas une question de respecter religieusement une date, mais c'est plus une question de participation, une question d'honorer et de respecter le droit de tout un chacun. J'entends certaines parties, certaines personnes dire qui se reposent sur l'article 52 de la loi électorale qui permet à la CENI notamment de laisser la file jusqu'à ce que la file soit épuisée avant que l'on puisse clôturer. Mais là, on a dépassé 2, 3, 4, 5, 6e jour. N'est-ce pas qu'on est au-delà de la loi? N'est-ce pas que c'est des élections qui se passent dans un cadre hors la loi? Si on n'est pas au-delà de la loi, si on est au-delà de la loi, mais on n'est pas au-delà de la Constitution. C'est la Constitution qui nous oblige de permettre à tout Congolais de participer au vote, d'exprimer sa voix, son choix. Mais alors, et comme je l'ai expliqué aussi, nous avons un système électoral qui exige qu'on participe là où on participe partout. Et si un parti n'atteint pas le seuil, ils peuvent facilement dire que c'est parce qu'on n'a pas ouvert à ce lieu-là. Donc, que chacun se pose la question de savoir quel est le moindre mal. Est-ce le fait de respecter le 1 ou 2 jours ou c'est le fait de permettre à tout le monde de participer au processus électoral? Et je pense que si on répond à cette question, on va se calmer. On continuera à voter jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on puisse voter. C'est-à-dire même demain, après-demain? Pourquoi pas? Ma question, c'est par rapport aux irrégularités. On en a dénombré un certain nombre. Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée de leur ampleur, de leur localisation et surtout, quelle suite vous allez accorder à toutes ces irrégularités dénoncées ça et là? Vous savez, ces irrégularités, il faut commencer d'abord par sympathiser avec la CENI. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que ces choses-là ont été faites contre la CENI. Nos agents ont été séquestrés et violemment écartés du processus. Même les témoins des partis politiques ont été attaqués à certains endroits. Mais tout compte fait, ce n'est pas une situation généralisée. C'est quelque chose qui choque
Mais ce n'est pas que ça s'est passé comme ça partout. C'est à certains endroits. Et nous, au niveau de la CENI, nous avons mis en place une commission pour identifier et recevoir même identifier ces cas et recevoir même les plaintes des uns et des autres pour statuer. Et nous allons statuer et prendre des décisions. Parfois, ça sera dur, mais on le fera. Donc, c'est un peu ça. C'est une situation que nous déplorons. Et il y a des gens qui se sont organisés pour faire ce genre de choses, mais qui n'oublient pas que cette machine-là n'a pas dévoilé tous ses secrets. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils pensent ils l'ont fait ni vu ni connu. Ils seront surpris. On parle aussi de sabotage même au sein même de la CENI. Ça, les enquêtes nous permettent de le savoir. Mais une fois qu'on le sait, nos agents seront sanctionnés. Et ceux des candidats qui se seront adonnés à ce jeu-là, eux aussi seront sanctionnés. Vous avez déjà récolté plusieurs plaintes ou bien plusieurs? On les reçoit. Il y a des plaintes. Une dizaine, une vingtaine, une centaine? Non. On n'a pas compté. Mais ce qu'il faut noter, c'est que bon nombre de ces plaintes, nous les avons reçues de nos agents. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que tous nos agents se sont adonnés à ce jeu-là. La plupart de nos agents ont défendu l'institution. Ils ont filmé ce qui se passait. Et je dois aussi remercier la population. La population a été très vigilante. Ce qu'il faut comprendre ici, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que ce n'est pas le fait de la CENI. La CENI a essayé d'organiser un bon processus électoral. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont pris nos bureaux d'assaut et même en otage. Évidemment, ils ont même été plus forts que les forces de sécurité qui parfois n'étaient pas armées. Et ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Moi, je pense que la leçon à retenir, c'est celle-là. Il faut que la sécurisation soit prise vraiment au sérieux. Mais la CENI ici doit bénéficier de la sympathie de l'opinion publique. Ce n'est pas nous qui avons voulu cela. Au contraire, à notre niveau, nous avons tout bloqué. Nous avons tout bloqué et je peux déjà en profiter pour vous dire que les résultats que vous voyez derrière moi là, on n'y a pas touché. On n'a pas touché. Donc, c'est 100% que vous voyez là, ce n'est pas touché. C'est-à-dire, nous avons promis la transparence, nous avons promis l'intégrité du processus et nous le faisons. Ce qui arrive au niveau du terrain, c'est très déplorable, mais c'est quelque chose que nous devons tous condamner. Nous devons travailler contre ce genre de pratiques, sinon les gens ne croiront plus aux élections. Président, c'est dans 5400 bureaux de vote. Combien ont ouvert finalement? Bon, vous savez, c'est très compliqué. Hein? Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents, qui ont fini avec les élections. Ils ont organisé les scrutins, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense. On a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. Il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées. Cassées devant tout le monde et de façon spectaculaire. Qu'est-ce que j'en sais maintenant? Je ne sais pas ce qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé, mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses-là. S'achemine-t-on vers, on va dire, l'annulation peut-être de quelques résultats dans certaines circonscriptions? Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine. Ils sont surpris. Donc, nous allons, si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer, peut-être ça sera fait de façon aléatoire, nous allons sanctionner. Les rapports des missions d'observation commencent à tomber. L'une d'elles, le Centre Carter, a dit qu'il y a eu des irrégularités, mais elles ne sont pas de nature à remettre l'intégrité du vote. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Sincèrement, je suis d'accord avec eux parce que vous avez bien dit qu'on a 75 000 bureaux de vote. S'il y a des problèmes, même dans, je ne sais pas, 1%, 2% des bureaux de vote, c'est ça qu'on va amplifier. Mais en réalité, le travail que nous avons fait, c'est un travail de qualité, un travail visant vraiment l'intégrité du processus. Nous avons voulu nous démarquer de tout ce que le public congolais
a rejeté. Nous l'avons fait, mais nous n'avions pas compté sur la créativité négative de certaines personnes, et c'est ce qui nous met dans cette situation. Mais nous devons garder toute chose à sa proportion. Ce n'est pas que c'était généralisé. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Pas, sinon, nous n'allions pas afficher ces résultats. Ce n'était pas généralisé. On dit également dans certains bureaux de vote, les PV des résultats ne sont pas arrivés. Bon, il y a des endroits où il y a de tels problèmes, mais n'oubliez pas, la machine nous donne aussi son résultat, et il y a aussi le dépouillement. Donc, on peut se rabattre sur l'un ou l'autre pourvu que nous fassions certaines vérifications pour confirmer que c'est bel et bien authentique ce que nous avons. Les résultats Plateau, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, nous sommes en direct depuis les centres Bossolo. Ici, nous sommes entrés ensemble avec vous à la maison de découvrir les résultats de l'élection présidentielle 2023. Avec moi sur ce plateau, Jean, que j'ai dit, bienvenue Marie Bakoumania de l'agence congolaise de presse, Germain Kambinga, il est du centre. Je voudrais qu'on revienne sur les résultats de Nord Kivu. On était à Béni, Béniville et Butembo. Nous allons analyser ces résultats, on va me remettre ces résultats à l'écran. On sent que, comme on disait aujourd'hui, cette élection, ces résultats confirment que cette élection avait un enjeu sécuritaire. L'enjeu de l'élection, la thématique principale, ce qui a mobilisé les Congolais, c'est la défense de la patrie. Et la patrie, elle se défend autour d'un chef, c'est le commandant suprême. Béni est une ville meurtrie, comme la plupart de nos villes de l'Est, aujourd'hui en proie à tous ces groupes armés stipendiés par les pays voisins et qui n'ont qu'une seule ambition, c'est pérenniser le raccordement frauduleux qu'ils ont créé sur les richesses du Congo au bénéfice de leur enrichissement personnel et au détriment de l'avenir de notre pays. Donc l'explication, c'est celle-là. Il n'y a aucune autre explication qui pourrait nous paraître plausible, qui justifierait qu'il y ait pour la première fois dans l'histoire électorale de notre pays cet enjambement du clivage Est-Ouest, des clivages ethniques, des clivages provinciaux, des clivages régionaux, des clivages claniques. C'est le rassemblement autour de la défense de la patrie. Mais bizarrement, bienvenue Marie Bakoumania, quand on regarde ces tableaux de Béniville, on sent que les gens ont voté sérieusement. Regarde, quand on regarde le nombre total des votants, on est à 135 387 sur 687 705. On sent qu'il y a eu quand même beaucoup qui sont allés voter dans cette ville de Béni. Absolument. Quand les gens sont meurtris dans leur chair et ils vivent cette réalité au quotidien. Moi, je peux te raconter des histoires sur Béni parce que je vais régulièrement là-bas. Je passe beaucoup de temps dans la ville de Béni et environ. Tu peux croiser un mec le matin et le lendemain, on te dit, on t'apporte sa photo, il n'a plus de tête. Ce sont des gens qui vivent l'insécurité dans sa réalité. Ce n'est pas des histoires qui se racontent à 2000 km. Ils vivent ça dans sa réalité. Et ils se disent, c'est le moment. On a trouvé un monsieur qui tient le discours que nous agréons, nous le soutenons, nous le portons. Et c'est ainsi qu'ils bravent les ADF. Une fois, une anecdote, je vais à Oicha. 27 corps étalés à même le sol, tués par des ADF. Mais aucune personne, aucun cri n'était sorti de la bouche des femmes parce que les gens se disent, lorsque nous pleurons, l'ennemi qui est dans la forêt a l'impression que nous sommes tristes. Mais nous ne sommes pas tristes, nous sommes en colère. Et les gens se taisent, ils ruminent leur colère contre l'ennemi. Et c'est là, comment se venger d'un ennemi?
qui nous tue au quotidien, qui nous prive de nos champs de cacao, qui nous prive même de la nourriture. Pour la première fois, je suis en train de voir à Beni des gens qui ne mangent pas bien. À l'époque, ça n'existait pas. Quelqu'un qui nous dit que lui, il va faire la guerre à cet ennemi commun, ben, on le soutient. C'est l'impression que ça donne. Quand on regarde maintenant ces résultats, ça fait tous ensemble, ils votent 91, ça fait c'était Beni, ils votent 91, pratiquement 92%. Béniville, ça fait 91,48%. C'est que vous pouvez dire que pour eux, la solution, c'est ce qu'il dit. Mais c'est le commandant suprême. C'est le visage de l'État. C'est le visage de celui qui est au-devant et qui engage le combat pour la protection du territoire. C'est le visage de celui qui prend à bras-le-corps la problématique et qui l'assume pleinement. Voilà, c'est ça la réalité. Lorsqu'un pays est en guerre, c'est quasiment impossible pour le président qui est au front de perdre. Mais Macron, comment il passe son deuxième mandat? Mais il se met en protecteur de l'Europe face à l'agression russe. Dans l'expansion, dans la déflagration de ce conflit, il se dit, je me mets en rempart, je ne fais pas campagne, les Français doivent comprendre que moi, je protège les frontières de l'Europe contre cette déflagration liée à l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Et il gagne les élections. Parce que les peuples perçoivent de façon quasi charnelle l'idée de la menace sur leur existence en tant que peuple, en tant que nation. Et ici, c'est cette réalité-là que le peuple congolais vit. Le peuple congolais considère qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'ennemi est démasqué, l'ennemi est mis en lumière et qu'il faut continuer dans cette dynamique. Parce que c'est au final cette méthode qui affaiblira le Rwanda, qui est désigné comme le principal ennemi de la République démocratique du Congo, qui manipule, qui organise des groupes armés au motif fallacieux de sa sécurité intérieure. Mais en réalité, tout le monde sait que le but du Rwanda, c'est le raccordement frauduleux. C'est la prédation. C'est la prédation. Alors on regarde les résultats de Béniville, ça c'était à Béni, on regarde les résultats de Béniville. On va rester toujours dans le Nord Kivu. Béniville, je regarde le nombre, le suffrage valablement exprimé, 92 479. Nombre d'électeurs attendus, 212 657. Là, à peu près 50%. À peu près 50% qui vont voter, 50 autres % préfèrent ne pas voter. Ne pas voter. Mais moi, je relève la faiblesse de l'opposition quand elle est venue affronter ces élections, c'est de n'avoir pas intégré suffisamment cette donne. Hein, ils ne l'ont pas intégré suffisamment et le pouvoir l'a compris et a exacerbé les discours souverainistes pour permettre à gagner. C'est de bonne guerre, dirais-je, ces discours souverainistes de la majorité au pouvoir, du pouvoir actuel. Ça a permis aux Congolais de se dire, c'est dans l'unité qu'on peut sauver le pays. Et cette unité ne peut se bâtir qu'à travers des personnes, à travers des dirigeants qui prennent en compte notre volonté d'en découdre avec le Rwanda. Il faut relever suffisamment cette donne que le Congolais voudrait en découdre avec le Rwanda militairement. Le Congolais aujourd'hui n'attend pas une victoire diplomatique vis-à-vis du Rwanda. Le Congolais lambda, le Congolais Ilunga, le Congolais Landou, lui il attend que la RDC prenne sa victoire sur le Rwanda. Il suffit de lui dire aujourd'hui ou demain, si c'est moi, dire aux Congolais que moi je marcherai sur le Rwanda avec mes fétiches ou mes flèches. Les Congolais me croient. Le discours du candidat Félix Tshisekedi à la fin. L'opposition n'a pas tenu compte de cette réalité. Elle est venue dans la critique du bilan du président, du bilan des 5 ans de Tshisekedi. Et du coup, la population ne les a pas suivis. C'était le discours social, l'électricité. L'électricité. Ils ont tenu compte de ça parce que Moïse Katumbi disait qu'aujourd'hui, si je suis élu président, je finirai la guerre en 6 mois. Donc, il faut faire attention, Jessica Basseli. Je n'ai pas dit ici que les candidats de l'opposition n'ont pas parlé de la guerre. Je dis que ce n'était pas la thématique principale de leur campagne. Aujourd'hui, si vous demandez aux Congolais quel était le discours
porté par les différents candidats de l'opposition, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et autres. Très peu s'en souviendront aujourd'hui déjà, en réalité. Mais si vous demandez aux Congolais quel était le discours du président Tshisekedi, ils vous diront, il a dit qu'il va faire la guerre au Rwanda. Il a dit qu'il va continuer à faire des efforts pour que notre armée continue à monter à puissance et continue à protéger notre territoire et qu'il va finir par bouter dehors les envahisseurs. Voilà, c'est circonscrit comme ça. Et comme c'est cela la priorité principale des Congolais, il n'est pas étonnant que cela se soit traduit dans les urnes. Ce n'est pas un fait inédit, je vous l'ai dit. En Russie, s'il y a une guerre aujourd'hui, Poutine l'emportera haut la main. Zelensky, la même chose. Lorsqu'une nation est attaquée, lorsqu'une nation est en guerre, la tendance générale, c'est le rassemblement. D'accord. Alors, on revient sur les résultats dans le Bandundu. On va quand même regarder ces résultats dans le Bandundu. Là, bienvenue Marie Bakoumania dans le Bandundu. Martin Fayoulou, c'est dans le Kwango, je crois. On va me donner. Là, Martin Fayoulou remporte. Voilà, on va regarder. C'est à Kaemba. Voilà. À Kaemba, dans. Qu'est-ce que Martin Fayoulou fait comme résultat Kwango, nous sommes à Kaemba. On regarde, on va très vite. Il faut descendre. La deuxième page pour voir. Non. Il faudrait qu'il me retrouve dans le résultat. Martin Fayoulou, c'est 1,18%. Martin Fayoulou, c'est 1,18%. Adolphe Mouzitou, c'est 7,15%. C'est là où, à Kaemba, je voulais justement revenir sur les résultats d'Adolphe Mouzitou. Adolphe Mouzitou fait 7,15%. Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou fait 4,37% à Kaemba. Adolphe Mouzitou fait 7,15% et Tshisekedi fait 79,39%, à comparer des résultats de 2018 où Martin Fayoulou avait fait les cartons pleins. Oui. Là, la tendance, carrément, tout est renversé. Tout est renversé, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Le Congolais aujourd'hui, qu'il soit du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, il n'a qu'une envie, en finir avec la guerre, en finir avec l'influence néfaste de Kigali sur la politique intérieure de la République démocratique du Congo. C'est le sens à donner à ces élections. Ces résultats nous ramènent à la surface cette réalité que le Congolais rumine pendant des décennies. Ça fait pratiquement 3 décennies que les Congolais sont en train de ruminer de colère, sont en train de subir cette humiliation et ils se disent il faut qu'on y aille. Quiconque, et ici vous voyez Mouzito 7%, ben, quand il dit il faut construire un mur, ben, les gens applaudissent. Les gens se disent ah lui au moins il a compris. Avec lui on peut également en finir avec le Rwanda parce que lui également il prône la guerre contre le Rwanda. Donc c'est ça la réalité de ces élections, c'est la conclusion, c'est la leçon à tirer, la principale leçon à tirer de ces élections, de ces résultats. À ce stade, ce sont les Congolais qui disent nous, on n'en veut plus, on ne veut plus de la guerre, on veut absolument battre le Rwanda, gagner le Rwanda en faisant la guerre. Est-ce qu'on en a les moyens? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose et il appartient au président qui sera élu, à l'Assemblée nationale qui sera élue et au gouvernement. Mais c'est là maintenant je veux justement mettre le moyen à la disposition. Si on doit comprendre ces élections comme ça, ce qui veut dire qu'à tout prix, on doit faire la guerre parce que c'est ce qu'on a promis pendant la campagne. C'est le mandat que le peuple a donné aux dirigeants. Aux prochains dirigeants, vous nous avez dit que vous ferez la guerre, vous devez faire la guerre. Vous devez faire la guerre au Rwanda. Disons que, bien plus que la guerre, ce dont il est question, c'est la pacification de la partie est de notre pays. Et le chèque qui est donné à celui qui gagnera les élections, c'est un chèque où il est inscrit pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, protéger les frontières, la paix et la sécurité des personnes et de leurs biens. Ça devait être la priorité des priorités. C'est la priorité des priorités. Maintenant, quelles sont les méthodes? Mais les méthodes, elles sont traditionnelles, c'est celles qui ont déjà été appliquées. Il faut aller plus au fond de la dimension militaire, parce que c'est ce qui est déjà là, renforcement des capacités militaires, loi de programmation militaire, augmentation du budget annuel de l'armée, formation de sécurité, formation de nos militaires.
sublime. Nous avons des problèmes sociaux. À l'ère du numérique, la communication